Comment ça va? Nouvel épisode chez Salut c'est nous, nouvelle interview. Là c'est cool parce que c'est un cas un peu particulier. Déjà je commence par vous dire que c'est chez Sapeur Vintage. C'est un projet lancé par Jérémy et Loa, deux jeunes de la génération qui ont lancé une fripe à Paris et ça c'est cool. On voulait avoir ce profil de personne qui avait commencé un projet et qui avait décidé d'arrêter quelque chose pour en lancer une autre sans pour autant arrêter l'activité globale. Et ça c'est intéressant. Et j'en ai parlé avec eux, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Sapeur Vintage et on avait parlé de tout ça et je me suis dit vas-y, c'est un cas hyper intéressant, faisons un podcast. Ils ont accepté, mais c'est parti, à de vous faire découvrir tout ça, on y va. En plus là c'est la fin, là ils ont enchaîné sur 3-4 jours de full braderie, toutes les boutiques étaient entre 5 et 20 balles, les gens sont venus tout le week-end et là c'est un peu le bordel mais c'est un peu ça qu'on veut, c'est les coulisses. Comment ça va Jérémy? Ça va, et toi Brian? Ça va tranquillement. Ouais. C'est cool, franchement, je trouvais ça cool de faire cet épisode un peu sur le vif en vrai. Ouais, sur le vif totalement. La boutique qui est encore, bon, de toute façon on va l'évoquer, mais ouais, un peu en bordel. Content de faire cet épisode, surtout que ça s'est fait un peu au dernier moment. Je suis passé à la boutique pour un peu la fin de cette adresse-là. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, il faut qu'on en parle en podcast. Du coup, ben voilà, on est là pour ça. Parler un peu de comment on arrive à cette boutique, ce qui va se passer après, et de comprendre surtout comment vous avez monté ce projet. Et donner envie aux gens de lancer le leur aussi. C'est aussi le but de ces vidéos-là. Okay. Ouais, carrément. Donc voilà, si tu peux te présenter. Ouais. Bah moi c'est Jérémy, donc je suis fondateur de Sapeur Vintage. Mon premier projet, ma première fripe, et de Puzzle, donc il y a un autre projet qu'on a en cours en éphémère. J'ai 26 ans, ça fait 6 ans que je suis dans le vintage en tant que taf, même ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. Et j'ai toujours été dans le vintage en tant que consommateur, enfin quand je dis toujours, depuis mes 13 ans environ. Et voilà, et donc c'est un projet entrepreneurial qui est venu de manière assez spontanée avec Loa, ma copine et mon associé. Et maintenant on est là où on en est avec la fermeture de notre toute première boutique permanente qui pas permanente vu qu'elle termine, mais du moins on avait 3 ans ici, 3 ans dans cette première étape et le dernier jour était justement hier. Voilà. C'est ça. Et je trouvais ça cool de retracer un peu tout ça. Je suis trop chaud que tu nous parles de ce qu'il y avait avant Sapeur Vintage en fait. Ouais. Pour mieux comprendre comment ça se passe. Même toi, si t'as fait des études là-dedans, si tu vois un peu ton parcours avant. Ouais, bien sûr. Donc déjà la boutique, on l'a comme je disais depuis bientôt 3 ans. Ça allait faire 3 ans en janvier. Comme j'ai dit, le projet Sapeur Vintage, lui, date bien plus. Il date d'il y a 6 ans. Okay. Faut savoir, moi, j'ai toujours été en tant que consommateur, comme je dis, dans le vintage, mais j'ai vraiment pas fait des études là-dedans. Moi, j'ai fait des sciences avec un bac S. J'ai fait ensuite une prépa scientifique et une école d'ingénieur en énergétique. Donc quelque chose qui a vraiment, vraiment rien à voir avec le domaine. T'as un master en ingé du coup, c'est ça? J'ai arrêté à la fin de mon bac plus 4. Okay. Donc au final, c'est comme si j'avais pas grand chose, étant donné que c'est, bah voilà, quand tu fais prépa et ensuite ingé, il y a même pas de diplôme de licence, truc comme ça. Ouais. Donc j'ai vraiment arrêté en cours de route. Moi j'étais vraiment quelqu'un des études. J'étais plutôt bon dans mon domaine. À côté, mon taf, même jusqu'au début de Sapeur Vintage, c'était de donner des cours de maths, des cours particuliers de maths à des lycéens, tout ça. Je faisais pendant 3-4 ans, j'ai fait ça entre 10 et 20 heures par semaine. Donc quand même t'étais prof quoi. Ouais, j'étais vraiment prof voilà, dans mes études, j'avais mes cours, je donnais des cours et je vendais des vêtements. Voilà. Et donc non, je suis pas issu de ce domaine-là. Après, je dirais que déjà ma passion et le fait que je sois consommateur dans le vintage depuis si longtemps, ça m'a permis de comprendre un peu comment ça marche. Ouais. À l'époque entre guillemets, donc il y a avant même que je lance ma fripe, donc il y a 7-8 ans, j'achetais beaucoup à des indépendants sur que je trouvais sur Insta, donc des fripes en ligne, mais il y en avait vraiment très peu à l'époque. J'avais souvent de me remise à ma prof, je posais plein de questions, ça m'intéressait vraiment, même si j'avais pas la volonté d'en faire mon taf ni rien. Et donc après j'estime que quand même mes études scientifiques, ça m'a appris juste une rigueur de travail, une manière de gérer des projets. Voilà, après il y a plein de manières d'apprendre ça, mais moi j'estime quand même que j'ai beaucoup été imprégné de la méthodologie que tu peux apprendre en cours. Scientifique, voilà, c'est ça, pour organiser un projet, des choses comme ça. Mais donc c'est un mélange entre ma passion, ce qui me faisait me saper et ce qui m'intéressait à fond du collège jusqu'à maintenant encore, et
et pas vraiment de mes études, mais de ce que j'ai su tirer de mes études. Et quand j'ai pu commencer à pouvoir en vivre, bah, j'ai arrêté tout simplement parce que j'avais vraiment plus la tête aux études, tout simplement, quand ça commence à devenir plus sérieux. Voilà. Mais donc au tout début, quand je dis on a commencé à 6 ans, c'était vraiment juste des ventes sur Vinted, voilà, où on achetait des vêtements en fripe, on les revendait sur Vinted un peu plus cher. On n'avait vraiment pas de grandes exigences, si ce n'est se faire un peu d'argent de poche. Donc au début, ça décollait vraiment pas. Hein, voilà, mais c'était pas le but que ça décolle. Donc on était, on aimait vraiment ça. Ça nous faisait un petit peu d'argent de poche aussi. On faisait des rencontres via ça. On a rapidement fait aussi des petits événements physiques. On avait 2-3 portants dans des sortes de marchés vintage, comme il y a beaucoup sur Paris maintenant. Et donc on s'est un peu imprégné du milieu au fur et à mesure. Et comme beaucoup, c'est pendant le confinement qu'on s'est mis plus sérieusement là-dessus. Voilà, le confinement, ça a lancé plein de passions, plein de métiers, et nous, ça en fait partie. Ça a lancé des carrières. Bien sûr. Et voilà, et juste après le confinement, en plus, il y avait un grand engouement autour des pop-up, étant donné que les boutiques étaient fermées pendant longtemps. Et donc, on en a profité pour faire des premiers vrais pop-up avec notre propre boutique, etc. Et on va dire que c'est là que ça a un peu décollé, que ce soit sur les réseaux, que ce soit financièrement. Ça nous a fait être plus confiants sur le projet. Et donc, peu de temps après, on s'est mis à temps plein, donc Loa et moi, sur cette activité. Et on est passé de auto-entrepreneur à société. Et donc, c'est là qu'il y a eu ce vrai virage il y a environ 2 ans et demi. Et voilà. Ok. Moi, j'aimerais bien revenir un peu avant et de me rendre compte de quand est-ce que ça... Enfin, la passion, elle vient d'où? C'est tes potes, tes parents, enfin, tu vois? Bah, en vrai, j'ai envie de dire que pour beaucoup, pour beaucoup, il y a une influence directe, peut-être externe comme ça. Moi, je dirais que pas tellement, et que juste, je dirais que la plus grande influence externe que j'ai eue, c'est que quand j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, j'étais au collège, j'avais envie de porter des marques un peu, j'aimais beaucoup Lacoste, j'aimais beaucoup Nike, ça coûtait cher en magasin. Moi, j'avais pas du tout d'attrait particulier pour la seconde main. Donc pour dire, c'était pas du tout mon premier attrait, il était pas du tout idéologique ni rien. C'était vraiment juste un truc aussi bête que je voulais du Lacoste et du Nike à moins cher. Voilà. Et donc moi, avant d'être quelqu'un des fripes ou de Vinted, j'achetais énormément sur Le Bon Coin. Voilà. C'était simple sur Le Bon Coin. Quand je voyais des annonces, même qui étaient très loin de chez moi, où j'allais passer 2h30 de RER pour avoir une sacoche Lacoste à 5 euros, bah je me disais, j'ai pas forcément l'argent d'en acheter une au prix fort, mais j'ai du temps en tant que collégien. Voilà, dans sa petite vie de collégien, qui va à l'école, qui se prend pas la tête, qui voit juste ses potes ensuite. Et donc je dirais qu'à la base, c'était vraiment uniquement une motivation, même financière, de pouvoir avoir des sapes de marque sans payer très cher. Et après, je dirais que très rapidement, c'est devenu dans mon identité, tout simplement par le fait que je me disais, bon, j'aurais pas les dernières collections, ainsi de suite, mais j'ai des sapes de marque un peu comme mes potes, etc. Je pense que beaucoup, quand on est au collège, on raisonne assez simplement comme ça. T'étais où au collège? J'étais dans le 10e. T'étais dans Paris? Ouais, j'étais dans Paris. J'ai toujours vécu en banlieue, mais j'étais dans Paris. J'ai vécu dans le sud avant, quand j'étais plus petit. Mais sinon, j'étais dans Paris. Collège à Paris, ok. C'est ça. Et au collège et au lycée, j'étais dans Paris. Dans le supérieur, j'étais en banlieue. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter mes petits items. Et après, le fait qu'ils soient un peu différents parce que c'était des plus vieilles collections, des choses comme ça. Au début, je trouvais que c'était c'est presque l'item idéal de la dernière collection, mais il y a un petit mais. Ah oui. Et au final, c'est devenu un peu quelque chose qui me différenciait justement de mes potes, de mon entourage. Et donc après, quand on dit ce pull en plus il est différent, etc. Bah moi j'ai commencé à comprendre que ça pouvait être une force. Okay. Et donc j'ai commencé à apprécier ça au fur et à mesure. Voilà. Mais sinon autour de moi, que ce soit mes parents, mes potes, j'ai une grande sœur aussi. Personne consommait nécessairement seconde main. C'est ouf. Donc c'est vraiment, je me suis fait un peu. Ça vient vraiment de toi, de ce truc de vas-y, je vais être frais. J'ai pas d'argent. Voilà. Ok. Exactement. C'est trop bien. Et du coup. Bah, je trouve que ça encore plus de sens dans la création de ton expertise parce que ça part vraiment de toi avec zéro moyen. Ouais, exact. Ok, trop cool. Et donc, est-ce que t'es vite devenu le gars un peu stylé qui a ses saplas et tout? Justement, ouais. Surtout que la seconde main,
je vais pas dire que moi comme je dis j'ai 26 ans, donc quand je parle de quand j'avais 14 ans, voilà, c'était en 2012, 2013, quelque chose comme ça. C'était pas du tout aussi populaire, même à Paris, que maintenant. Évidemment, ça a commencé. Il y avait pas non plus 0 personne autour de moi, mais en plus il y avait ce truc de, ça commençait surtout chez dans les vêtements féminins majoritairement, c'est-à-dire autour de moi, j'avais surtout des filles qui s'habillaient en seconde main, mais très peu de mecs. Et je pense qu'encore actuellement, les mecs sont peut-être malheureusement un peu moins bien touchés, un peu moins touchés. Bon, peut-être parce qu'ils sont moins touchés par la mode en général aussi. Je sais pas, même si heureusement maintenant c'est devenu bien plus large l'impact de la seconde main. Et donc, excuse-moi, je me perds dans mes explications. Quelle était ta question déjà? Ouais, non, mais je disais, du coup, est-ce que t'es devenu un peu comme ça, le gars stylé qui avait les bonnes sapes, ouais, tu vois? du coup, c'est un peu devenu le cas sur mon créneau. Après, comme toujours, quand t'as ton identité, il y en a qui trouvent ça cool, il y en a qui se disent bon il est dans sa bulle et c'est tout. Surtout avant avec la seconde main où il y avait plus cette image. Ah mais ouais, mais comment tu sais que c'est propre, comment tout ça, des questions qu'on se pose bien moins maintenant. Voilà. Alors tu passes à la machine, quoi. C'est ça, voilà, tout simplement, tout simplement. Et donc ouais, je dirais que comme tu dis, c'est un peu ça. Ça a fait ma petite identité que je revendiquais ensuite, et donc je suis devenu de plus en plus fier avec le temps. Et maintenant, c'est en moi. Et évidemment, c'est plus du tout forcé ni rien. Déjà 2 choses. Loa, du coup, c'est ton associé dessus, donc. Ouais. Quand est-ce que tu l'as rencontré un peu dedans, tu vois? Ouais, c'est grâce à ça? Est-ce que c'est pas grâce à ça. On a créé ensemble Sapper au tout début, ouais, il y a presque 6 ans, et ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et comme je dis au départ, elle aussi elle s'habillait en seconde main aussi un peu. Même pas mal. Elle, pour le coup, c'était via sa mère qui l'a toujours emmené dans des brocantes, aux puces, des choses comme ça. Donc voilà, elle avait une petite influence là-dedans, donc elle s'habillait en bonne partie en seconde main aussi. Et tout simplement, au départ, moi, comme je dis, j'étais vraiment dans les bons plans, le bon coin, tout ça. Et donc, ça arrivait très fréquemment qu'autour de moi, quand j'ai acheté un vêtement à 4 euros, qu'on me dise putain, mais je pensais que t'allais l'acheter à 30, à 40. Putain, et donc après, tout simplement, c'est ce petit déclic qui m'a fait me dire, en fait, je pourrais le revendre. Et donc, même j'aime bien dire que la première opération de Sapper Vintage, tout simplement, ça a été que Loa a fait un petit montage de moi qui portais mes vêtements dont je voulais me débarrasser, et on n'a pas publié sur Insta, on n'a pas publié sur Vinted. J'ai juste envoyé à des amis sur Snapchat, voilà, au tout début. Donc c'était vraiment une compilation d'une 15aine de sapes à moi, où des amis qui sont un peu sensibles et qui justement me voyaient un peu comme le mec qui a des sapes cool, un peu original, un peu vintage. Je leur proposais de les acheter. Voilà, donc je m'étais dit tout simplement, si je peux vendre à des gens autour de moi, c'est cool. Voilà, étant donné que je veux me débarrasser et qu'avant, il y avait moins le réflexe Vinted. C'est même vrai, si moi, j'ai réfléchi. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à acheter sur Vinted. C'était il y a longtemps quand même, mais c'était un truc presque d'aficionado. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire presque de connaisseur. Ouais, je vois. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc en gros, t'as le niveau 0, c'est pour toi. Et j'allais te demander qu'est-ce qui t'a fait passer le twist de je vais le vendre aux autres. Mais en fait, c'est les gens qui te parlaient, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, la demande est venue à moi en quelque sorte. Et j'ai tellement fonctionné en fonction des gens qui me parlaient que j'ai même uniquement proposé aux gens qui me parlaient, c'est-à-dire à mes amis, à mes proches dans un premier temps. Donc pour dire, c'est une approche vraiment très instinctive, qui avait pas pour volonté de créer un projet, quelque chose comme ça. Et voilà. Et après, d'ailleurs, le niveau d'après, ça a été de mettre sur Vinted justement, parce que Vinted, ça commençait quand même à bien prendre comparé à Le Bon Coin notamment. Et surtout, c'était connoté vraiment vêtements seconde main. C'est ça, exactement. Alors que Le Bon Coin, évidemment, ça a toujours été fourre-tout. Voilà. Et donc c'est à l'issue du fait de mettre sur Vinted que là, on s'est dit, ok, on peut vraiment vendre des vêtements à d'autres. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand on a créé un Vinted qui s'appelait pas encore Sapper Vintage, ça s'appelait chez Jim Lo, juste parce que mon surnom c'est Jimbo et Loa, c'était Lo. Ah oui, ok, ouais. Du coup, Jim Lo, voilà, pour le ah oui, le jeu entre nous deux. T'as pas dit comment tu l'as rencontré? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit. En fait, on était dans le même lycée, mais on s'est rencontrés quand moi je venais de passer dans le supérieur, on avait des potes en commun, ça c'est en soirée, on s'est rencontrés tout simplement, et c'est seulement 1 an et demi après qu'on a commencé à parce qu'il y a un truc de c'est ta copine, mais ce truc aussi de choisir de lancer un business avec. C'est ça. En fait, comme
comme je dis, autant quand j'ai proposé à des amis, on n'avait pas fait le choix de lancer un business ensemble. L'étape suivante, en mettant des vêtements sur Vinted, juste Loa était meilleure que moi pour prendre des photos plutôt clean. Elle avait déjà publié sur Vinted. Moi, je consommais, mais j'avais jamais vendu de trucs sur Vinted. Et donc, elle avait un Vinted, elle avait déjà des avis, elle savait mieux prendre des photos que moi. Donc, elle l'a fait. Et donc, en fait, j'ai un peu envie de dire que c'est que quand on était déjà dans le projet ensemble, qu'on s'est dit on va faire un projet ensemble. Avant, en fait, et je pense que d'ailleurs, si on avait dû se poser avant de faire, en se disant est-ce qu'on va créer un projet ensemble, sûrement la réponse aurait été non, ça peut créer des embrouilles, des choses comme ça. Et alors que là, c'était un peu sans le vouloir, c'est-à-dire celle qui avait pris la vidéo pour envoyer à mes amis, plus tard celle qui prenait en photo et qui publiait sur Vinted, et après, du coup, quand j'avais vendu des vêtements à moi et qu'il fallait en racheter, je lui ai dit viens, on va en choisir ensemble. Mais donc, ça avait à chaque fois, on était un peu au jour le jour sans voir ça comme un vrai projet. Et tout simplement, autour de moi, c'était la personne que je voyais le plus, qui avait une sensibilité aussi pour le vintage, alors que c'était le cas de quasi aucun ami proche à moi. Donc, c'était un peu naturel. Et on n'avait pas ces enjeux de faire un projet avec un proche, ça peut être compliqué, créer des embrouilles, étant donné qu'on n'avait pas comme vocation que ce soit vraiment un projet. Voilà. Ok, donc le Vinted, c'est en quelle année à peu près? Le Vinted, ça a été en toute fin 2018. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis presque 6 ans, que c'était les tout débuts. Voilà. À ce stade-là, on m'a même dit dans un an, on créera Insta. Voilà. Et seulement 2 mois après, on a eu une opportunité où un ami nous a envoyé un truc sur un événement Facebook où c'était apparemment une vente vintage d'indépendants, où il y avait des petits stands, des trucs comme ça. Et du coup, nous, on les a démarchés. Ils nous ont dit qu'il y avait de la place pour la prochaine édition, que juste fallait payer un stand, avoir une sélection vintage d'au moins 50 pièces et avoir un compte Instagram. Voilà. Et donc à ce moment-là, on a créé un compte Instagram et on a fait 2 publications et comme ça on a postulé. Voilà. Donc à nouveau, c'est les événements autour de nous. C'est drôle que genre il y ait ce truc de, en fait, pour avoir un bon dossier, il fallait avoir un instinct. En fait. C'est ça. Ça partait même pas de vous. Enfin, vous vouliez le faire plus tard, quoi. Ouais, on voulait clairement le faire plus tard. On se disait clairement que nous, on vendait des vêtements. Comme je disais, moi, Lo, elle avait un taf de vendeuse en parallèle dans un magasin classique. Je sais même plus un magasin de quoi exactement. Moi, je donnais des cours à côté. Tous les deux, on était en études. Donc, l'idée, c'était de prendre en photo des vêtements, les publier, en racheter, pas de se prendre la tête à faire de la communication, des choses comme ça. Surtout sachant que, comme je dis, moi je suis pas du tout issu de ce milieu-là, et Loa non plus. Elle a fait des études en psychologie. À nouveau, il y a quand même des choses à prendre vis-à-vis de ça, sur le marketing, sur la communication, tout comme moi sur la gestion de projet. Même si à première vue, on peut se dire que ingénierie et psychologie, c'est pas des domaines de commerce, de marketing, etc. Donc oui, c'est venu par la force des choses, des événements autour, le fait qu'on fasse un Insta, parce que justement on voulait pas tellement se prendre la tête à communiquer, sachant qu'on n'avait pas énormément de temps non plus. Voilà. Ok. Donc ce premier event là en physique, pourquoi ça vous a chauffé de le faire? Parce que votre pote vous l'a envoyé, mais vous auriez pu dire ok cool, mais on reste sur Vinted, tu vois. Exact. Nous, ça faisait du coup 2-3 mois qu'on vendait des vêtements. Je dirais que je pense que souvent dans un projet à assez petite échelle, il se passe quand même beaucoup de choses dans ta tête en 2-3 mois. Voilà, nos premières ventes sur Vinted, on est comme des oufs. Forcément, quand tu commences à en faire régulièrement, tu te poses quand même la question à comment passer un step. Enfin, personnellement, après chacun son approche. C'est un truc naturel chez toi, quoi, par exemple. Nous, en tout cas, oui, on avait la volonté d'être quand même ambitieux, même si je précise que on n'avait pas la volonté de faire un vrai projet quand même, mais du moins on voulait augmenter nos ventes, continuer à acheter plus de vêtements. Nous, en plus, ce qu'on aimait le plus à cette période, c'est faire le tour des fripes, acheter des vêtements. Mais à un moment, quand on en achète énormément parce que tu kiffes ça, parce que dès qu'on voyait une pièce bien, on se disait waouh, trop bien, les gens vont kiffer, etc. À un moment, faut que ça suive un minimum niveau vente. Et forcément, quand t'es un no-name, que tu débarques sur Vinted, que Vinted c'est aussi moins populaire qu'actuellement, nos ventes c'était pas la folie. Surtout alors qu'on faisait beaucoup de tours de fripes, on faisait beaucoup de photos, tout ça. Et du coup, on s'est dit là, il y a une opportunité de vendre en vrai, avec une clientèle, avec une organisation qui, elle, avait déjà fait plusieurs marchés comme ça, mais elle était quand même vers le début. On s'est dit, on va se faire un peu des contacts dans le milieu, on va
aller directement à la rencontre de notre clientèle, enfin de notre future clientèle, voilà. Mais des gens qui sont sensibles à ça, quoi. C'est ça, qui sont sensibles à ça, et donc on a voulu sauter sur l'opportunité, et voilà. Et je pense aussi que il y a toujours cet effet de tu peux bien fonctionner en ligne, mais nous c'était pas trop notre cas, pas encore, mais je pense que même si on avait très bien fonctionné en ligne, ça rend le truc plus concret d'avoir du physique, je pense. Voilà, on devait faire notre petite déco sur nos stands, on était allé chez Emma, on avait acheté des petites guirlandes pour mettre autour de notre truc, comme c'était vers le mois de décembre. On avait créé un logo pour l'occasion aussi, alors qu'à la base on avait juste une photo Vinted où c'était une photo de Loa tout simplement. Notre logo qui était pas celui-là, c'était un cintre avec marqué Sapeur Vintage dedans. Voilà, assez simple. Putain, c'est drôle parce que du coup, en fait, d'avoir dit oui à ce truc-là, ça vous a structuré un peu exact sur la com, sur avoir un visuel, un nom. C'est ça. Je pense que s'imposer soi-même une rigueur, c'est quelque chose de difficile tout au long d'un projet, mais qui est nécessaire évidemment. Mais en tout cas. Nous, c'est souvent les opportunités qu'on a eues qui nous ont posé une rigueur. Faut mettre au niveau un peu. C'est ça, voilà. On a besoin de se mettre au niveau. Voilà, j'ai envie de dire que, voilà, peut-être c'est aussi parce qu'on était encore dans les études, et comme beaucoup, quand t'es en études, tu te dis, ah là, il y a un contrôle, faut se mettre au niveau, faut rattraper. Exactement. J'ai envie de dire que l'analogie peut être bonne. Là, on avait un événement, on disait, faut être au niveau, faut un Insta, faut de la déco, faut une sélection varié aussi, parce que monsieur tout le monde qui arrive à ton stand, si t'as par exemple que des t-shirts, ça peut peut-être être étrange, alors que sur Vinted, si tu fais le choix d'avoir que des t-shirts, étant donné que t'es dans une masse de vêtements, il y a pas de problème particulier. Donc on a adapté notre manière de communiquer, notre sourcing, des choses comme ça. Après évidemment c'était le tout début et on a fait ça assez rapidement, tout en ayant peu de temps, donc ça volait pas hyper haut, mais je dirais que c'est un peu le premier enjeu qui nous a fait qui a fait prendre du relief au projet. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que ça a eu l'effet escompté? Est-ce que vous êtes fait des contacts? Est-ce que vous avez rencontré des clients qui sont revenus ensuite? Comment ça s'est terminé ce premier event? On a sur place, on a fait quand même pas mal de ventes. Donc déjà, c'est ce que tu ressens le plus sur le coup, qui est le plus concret. On était vraiment très très contents de ça. Bon, avec le recul, étant donné qu'on avait quand même un peu de frais, etc., au final, en termes de rentabilité, c'était vraiment anecdotique, voilà. Mais oui, notamment en termes de boutique, c'est-à-dire autour de nous, il y avait d'autres stands, notamment il y avait un mec qu'on suit encore actuellement qui s'appelle Free Perso, qui a une boutique, je sais plus, à Toulouse ou à Bordeaux, je confonds toujours ces deux villes. On me prend pour un connard de Parisien pour qui tout le reste de la France c'est la province. Voilà. Mais donc qui avait une boutique dans le sud, qui était pas mal plus vieux que nous, qui avait plus d'expérience, qui était dans le vintage depuis 2 ans. Moi j'avais beaucoup parlé avec lui, je lui avais posé plein de questions. Je pense que sur le coup, à nouveau avec le recul, mes questions ont dû lui paraître très bateau, très basiques, etc. Mais sur le coup, ça m'a fait me dire, ok, lui c'est un peu un mec si on a besoin de conseils, etc. Et je pense que ça peut être rassurant aussi, parce que comme je dis, dans ce domaine, on n'avait pas particulièrement de mentors, on n'avait pas particulièrement d'exemples, si ce n'est des gens à qui j'avais parlé en tant que consommateur. Voilà. Donc je dirais que ça nous a fait être plus confiants dans notre démarche, par ce contact notamment, par même ceux qui organisaient l'événement, qui étaient les fédérateurs de l'événement, à qui aussi on a pu demander des petits conseils, on a pu être réinvité à des événements, etc. Après, en termes de clientèle, comme c'est quand même quelque chose où il y avait beaucoup de stands, beaucoup de passages, on n'avait pas une sélection si ouf qui fait que ça allait marquer plus que ça les esprits. Je pense que sur le coup, il y a eu beaucoup de bienveillance de notre clientèle. Après, il n'y a pas nécessairement des gens qui nous ont suivis dans le temps suite à cet événement-là. C'est aussi une grosse difficulté quand tu as un projet de vintage, c'est que affirmer ton identité dans le vintage, c'est compliqué. C'est pas comme si tu avais un vêtement que tu avais créé et que les gens peuvent pas retrouver ailleurs. Donc en termes de fidélisation, ça a pas forcément fait vraiment son effet. Mais du moins, nous, on a été boosté en confiance. On s'est fait un peu de contact, plus du côté professionnel que du côté client. Et à nouveau, on s'est un peu mieux structuré. On savait un peu mieux où on allait dans la suite. On se disait pas que notre activité, c'était juste acheter des vêtements, les prendre en photo, les publier. Là, c'était devenu acheter des vêtements, communiquer, échanger avec des gens, bref, tout ça, tout ce relief. Donc je pense que ça nous a apporté beaucoup, cet événement-là quand même, à la Wanderlust d'ailleurs, donc un lieu voilà, c'est dans le 13 ça, non? Ouais, c'est ça, Paris Sud, Paris voilà, Sud, vers Quai d'Austerlitz, tout ça, et ouais, je crois dans le 13e.
Donc voilà. Ok. Comment on affirme son identité quand on a un projet vintage, quand on est une fripe? Comment est-ce que vous l'avez construite, ça? Est-ce que c'était des questions conscientes ou est-ce que c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes dit, on va se positionner comme ça parce que c'est cool et en même temps, nous, ça nous ressemble? Ou est-ce que c'est parti vraiment plus de vous, de on kiffe ça et on va... Je dirais que dans un premier temps, on avait plus cette deuxième approche, c'est-à-dire d'être très spontané, de juste faire des trucs où on se disait ça nous ressemble, on fait ça. Ensuite, très vite, on a commencé à se prendre la tête, à se dire ok, ça marche pas énormément, on n'a pas forcément une grande, des grandes activations sur les réseaux, une commu si stable, des bonnes stats, etc. Et très vite, quand t'es dans un projet et que justement tu commences à avancer dans ça, tu regardes beaucoup ce genre de choses. Donc après, on a vite été dans, ok, qu'est-ce qui peut marcher, à essayer d'avoir des directions. Je sais pas, pendant près d'un an, juste nos posts Insta, c'était on montre un vêtement sous tous les angles, et après on montre une photo inspi de comment porter ce vêtement ou ce type de vêtement. Et au final, on faisait tout le temps la même chose, Après, à cette époque-là, je crois qu'il n'y avait même pas encore les réels, voilà. Et nous, de ce qu'on voyait, ce qui se faisait dans le vintage, c'était ça. Donc voilà, on faisait nos petits montages aussi assez simples, mais donc je dirais qu'on est passé du spontané à quelque chose d'un peu plus réfléchi, mais assez maladroit. Et après, on a su avoir un mix des deux. On a su avoir un peu plus un mix des deux, aussi avec l'arrivée des réels, aussi avec la multiplication des événements physiques, parce que quand tu es en ligne, il y a aussi moins de matière à faire des tournages, à montrer des choses, voilà. Et donc je dirais que ça c'est toujours venu de nous, mais à des moments on s'est pris la tête de manière pas adaptée, à nouveau en tant que gens qui n'avaient pas vraiment d'expérience, et avec le temps et surtout avec la boutique beaucoup plus tard, on a su plus trouver notre patte, notre identité de communication, je pense. Et actuellement, je dirais que a priori, c'est beaucoup les retours qu'on a, que pour un shop vintage, justement, on a plutôt une identité affirmée. C'est ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment reconnaissable et que on se dit ok, ouais, c'est Sapeur, ok, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça je trouve ça hyper compliqué quand vous êtes revendeur, en fait, finalement. Ouais, bien sûr. Tu vois, et du coup, je trouve ça vraiment fort ce que vous avez fait quand même. Ah, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Et du coup, 2020, ça a été un moment charnière pour vous. Ouais, exact. Pourquoi 2020, et si je dis pas de bêtises, tout d'abord, c'est la première fois qu'on a fait... déjà, de fin 2018 à du coup 2020, c'était vente en ligne, Vinted. Un moment, j'ai créé un site internet, on a mis beaucoup d'efforts dedans. C'est très compliqué de rediriger les gens vers un site internet. Ah oui, carrément. On le sait, que ce soit en tant que marque de neuf, et je pense encore plus en tant que truc de vintage, parce qu'après, même quand tu arrives à rediriger, est-ce que les gens trouvent leur bonheur? Quand ils trouvent leur bonheur, même si tu indiques la taille, comment les dimensions, au final, il y a tellement de fittings différents selon les marques, selon les produits. Il y avait beaucoup de retours sur les peu de commandes qu'on avait, ainsi de suite. Mais donc en 2020, pour la première fois, on a fait un pop-up en boutique physique. Donc voilà, maintenant ça se fait beaucoup, mais avant, à nouveau, on était loin d'être les premiers à faire un truc en boutique physique. Mais avant, déjà, il y avait ce côté, t'es un indépendant, t'es très jeune, tu démarches des boutiques, tu dis que tu vas faire que pendant 3 jours. Ils se disent, voilà, on va pas gagner grand-chose à leur loup à eux. Ils vont peut-être faire n'importe quoi dans la boutique. Beaucoup de propriétaires, ils voient des jeunes, ils se disent ils vont mettre des DJ sets à fond, des musiques à fond, créer un peu un bordel. Nous, on avait envie de faire notre place avec certes de l'ambiance, mais de manière carrée, entre guillemets. Mais au final, on a réussi à faire un premier pop-up de 3 jours dans le 18e, vers Abbesse. C'est une petite boutique de 20 mètres carrés. Voilà, on avait loué ça pour 3 jours à quelqu'un qui louait pour la première fois sa boutique, donc il nous avait pas mal arrangé sur les prix aussi. T'as les prix ou pas? Ouais, totalement. Pour 3 jours, pour 3 jours, on avait loué pour 700 €. Ok. Voilà. Ça, c'est un prix bas, du coup, c'est ça que tu dis. C'est maintenant qu'on a de meilleures relations, qu'on sait mieux négocier, qu'on sait mieux se placer sur des locaux, je dirais plus que c'est un prix bas pour le 18e et pour la boutique. Voilà. Donc, je suis chaud que rapidement tu nous dises pourquoi vous avez lancé un pop-up en vrai sur plusieurs jours, et qu'ensuite tu nous parles un peu de comment ça vous a amené à la vraie boutique. Ouais. Donc ce pop-up en vrai, toujours dans la logique du premier event qu'on avait fait quasi 2 ans avant, c'était vraiment une manière de concrétiser tout ça, de passer une étape,
de profiter aussi du fait de créer toute une énergie autour d'un événement. Voilà, vraiment aussi avoir des visuels justement qui montraient de manière un peu concrète l'engouement qu'il pouvait avoir autour de notre projet. Alors du contenu aussi autour. Ouais, exact. Ouais, les pop-up c'est vraiment une bonne occasion de faire du contenu. C'est vraiment, je pense que après ce pop-up aussi, même si on a évidemment continué les petits marchés qu'on faisait, et partout sur des marchés, quand on nous demandait un peu, ok, c'est quoi Sapeur, on disait on fait des pop-up aussi. On avait notre propre boutique pendant 3 jours il y a quelques temps, et là direct ça parle aux gens, ça parle aux gens, ça, voilà, les gens se disaient ok, c'est quelque chose de sérieux, etc. Donc voilà, et même nous on l'a vu vraiment comme un accomplissement. Voilà, pour toutes ces raisons. Et donc, comment vous passez de... Ok, donc, il se passe combien de temps aussi entre ce pop-up-là et la vraie boutique? Et c'est quoi aussi le déclic qui vous a fait vous dire, ok, là, on se met sur une vraie boutique? Le déclic, déjà, il se passe combien de temps? Il s'est passé près de 2 ans, je pense. 1 an et demi en tout cas, j'ai pas les temporalités exactement en tête, mais voilà. Et entre temps, pendant la période du confinement à peu près, on a fait un pop-up qui devait durer 2 semaines, vraiment comme je te disais, à une période où les commerces ils fermaient, réouvraient, les restos étaient fermés, les bars étaient fermés, donc les gens ils cherchaient un peu où est-ce qu'ils pouvaient juste se poser, où est-ce qu'ils pouvaient juste chill. Et nous, on avait ce côté, on savait que si on faisait un pop-up, il y aurait une énergie justement. Il y a un truc à faire. Voilà, là on s'est dit, il y a un truc à faire. Même en termes de négociation des locaux, tout ça, j'ai cherché sur Le Bon Coin, j'ai cherché sur Se Loger. J'ai appelé vraiment plein de propriétaires en leur disant un peu, vu le contexte, est-ce que vous pouvez casser vos prix? Voilà, la plupart me disaient juste non, pas du tout. Voilà. Mais c'est fou ça, alors personne veut. Certains étaient ouverts à la négociation. Après, nous, à notre échelle, ainsi de suite. Là, dis-toi, comme on cherchait vraiment dans le marais pour évoluer, ça fait que les prix de base annoncés, c'était entre 500 et 800 euros la journée. Voilà, nous on voulait faire quelque chose d'un un peu long, et donc ça fait que rien que si nous faisait moitié prix, ça nous allait pas. Voilà, parce qu'on voulait faire minimum 1 semaine. Voilà, on se disait entre 5 jours et 10 jours, ce serait l'idéal. Voilà. Et à un moment, on est tombé sur un propriétaire qui lui nous a fait pas mal de rentre dedans pour faire une plus grande durée. Du coup, on voyait que lui, il voulait booker son local. Ah, donc là, c'est lui qui... nous, on le démarchait au départ en disant qu'on voulait faire 3 jours. Ah oui, et lui vous a dit faites plus. Faites 2 semaines carrément. Souvent, c'est un biais sur lequel tu peux beaucoup jouer quand tu loues un pop-up, c'est la durée. Et c'est pour ça que nous, on fait toujours des trucs assez longs. C'est-à-dire, faut se dire, un propriétaire d'un local bien passant, etc., dans un bon endroit, il se fait démarcher tout le temps pour des 2-3 jours. Alors que rien que quand tu te places à dire que tu es prêt à faire 7 jours, ça change tout pour eux, tu vois, voilà. Et il faut savoir aussi que très souvent, que tu loues un pop-up 3 jours ou 7 jours, le mec peut te faire quasiment au même prix. Parce que quand tu loues 3 jours et que c'est le week-end, il y a personne qui derrière va louer du lundi au vendredi, sans prendre le week-end. Voilà, et du coup, ça fait qu'il y a ce côté-là où... pour moi, pour bien négocier, il faut comprendre les enjeux du propriétaire aussi. Et eux, certes, tu prends 3 jours et tu prends pas le reste de la semaine, mais le reste de la semaine, vu qu'il va pas le valoriser, au final, si tu prends 7 jours, il pourra te faire à peu près au prix des 2-3 jours. Après, évidemment, ça dépend. Faut bien amener le truc. Faut pas vexer les gens, évidemment, à dire, tu vas pas le louer de toute façon la semaine, donc file-moi. Voilà, mais nous, on était conscients de ça. Et du coup, même si on voulait faire 5 à 10 jours, moi, quand j'appelais le propriétaire, j'étais à dire que je voulais 3 jours. Juste pour qu'après, quand il me propose de faire plus long, que je puisse tirer la corde en disant mais ça m'arrange pas, ainsi de suite. Enfin, nous, c'est nos méthodes un peu, sans partir dans le détail, d'autres subtilités. Et donc, en l'occurrence, lui, c'est du rentre dedans pour faire du long. Donc on s'est dit, c'est notre chance d'avoir un prix faible à la journée si on accepte de faire du long. Sachant que nous, quand on propose 3 jours et que lui, il veut qu'on en fasse 15, forcément après il accepte qu'on tire la corde sur quelque chose d'autre, donc le prix en l'occurrence. Du coup on s'est lancé, c'était à Saint-Paul, du coup voilà, dans le Marais, une rue qui s'appelle rue Ferdinand Duval, tout proche de la rue des Rosiers, de la rue de Rivoli, vraiment très passante quand même. Et donc on a fait 2 semaines de pop-up. Là on s'était dit ok, ça peut être le truc qui nous propulse. Ça peut être le truc, là on fait 2 semaines, ça marche bien, on attend un peu, on refait 2 semaines à un autre endroit. Et pour direct aller dans le vif du sujet, ça a duré 6 mois, ce pop-up au final. Ah ouais, voilà. Putain. Et donc, c'est ouf. nous, ça a été
l'événement vraiment charnière dans le sens où ça a duré 2 semaines, on était étudiants, on s'est dit bah comment on va faire sachant que de base on fait des trucs que les week-ends et sinon on bosse le soir, des choses comme ça. Je dis bon on va un peu sécher les cours pendant 2 semaines, évidemment on n'incite personne à le faire, c'est pas bien tout ça. Après nous c'était une période où il y avait des cours à distance aussi, en partie, après je crois ça avait un peu repris les cours en présentiel mais voilà. Du coup on se disait bon bah on peut se permettre un peu. Et c'est que 2 semaines donc on prend sur nous. Bon, au final on a reprolongé de 2 semaines. Après on a reprolongé je crois de 2 mois. Après les commerces ont été fermés mais on avait déjà un deal pour reprendre le shop juste après. Donc là on avait de bonnes relations avec notre propriétaire. Lui il nous donnait un peu des conseils, il avait compris qu'on était jeunes, même sur les plans un peu plus financiers, etc. Lui c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui avait d'autres business, etc. Et donc c'était un peu devenu un peu un mentor, en gardant évidemment des distances, voilà. Mais il nous orientait parce qu'il voyait que il y avait un potentiel, il y avait une étincelle, mais il voyait qu'on n'était pas, enfin lui à chaque fois il disait mais vous n'êtes pas du tout organisé. Pendant 1 mois et demi il faisait que de me faire du redonnant aussi pour que je lui dise qui est-ce qui nous donnait des directives en gros. Lui il pensait que c'était une version officielle juste qu'on disait face aux gens qu'on était juste des jeunes, tout ça voilà, parce qu'il voyait qu'il y avait quand même un potentiel tout ça. Après rapidement il a compris que non c'était juste nous deux, voilà. Et comment donc comment vous faites tenir, enfin en gros si ça passe de 2 semaines à 6 mois c'est que ça a marché. Ouais. Comment est-ce que vous faites vivre un lieu pendant 2 semaines à la base puis 6 mois tu vois? Bah là-bas justement, comme dit, on a eu vraiment l'impulsion du confinement. Exemple simple, on avait eu, je crois que c'était eux qui nous avaient démarché à l'issue de notre, je sais plus si c'était à l'issue de notre pub dans le 18e, je sais plus comment on a eu le contact exactement, mais en tout cas par exemple on avait un contact chez Bud, une marque de bière, et à cette époque eux ils faisaient tout pour placer des bières partout, à tous les événements où il y a du monde, tout ça. Du coup, déjà, nous, on avait des bières gratuites via Bud qu'on pouvait distribuer aux gens. Et les bières gratuites, évidemment, ça fait venir des gens. Et surtout dans un contexte où les bars sont fermés. Oui. Oh, putain, donc, ça veut dire que tu peux pas aller boire une bière en terrasse. Tu peux pas aller boire une bière dans un bar, même en payant, vu que les bars sont fermés. Mais ici, tu as des bières gratuites. De fou, et t'es dans le marais. Donc, déjà, après, je vais pas dire que tout s'est lancé autour des bières. Mais rien que ça crée un truc de... Il y avait vraiment des gens qui étaient là toute la journée, tout l'après-midi, tout comme ils auraient été tout l'après-midi entre potes à boire des bières. Voilà, et donc là, ils étaient tout l'après-midi à boire des bières gratuitement, avec un bon mood. On posait des DJ sets tous les week-ends, et je crois pendant les 2 semaines, il y en avait même tous les après-midi, il y avait des petits DJ sets. Trop bien. Voilà, donc on essayait de poser une vraie ambiance. Et comme nous, on n'était pas du tout habitués au créneau du Marais, etc., où la fripe avait déjà commencé à monter beaucoup en prix, nous, on avait des prix vraiment plutôt bas. Et comme on sourçait des vêtements cool depuis 3 ans, qui correspondaient à une clientèle qu'on n'avait pas encore vraiment forgée, et ben ça fait que je pense aussi qu'à ce moment-là, en fait, on a vendu plein de sapes qu'on avait eu depuis hyper longtemps, où il y avait déjà de la demande depuis hyper longtemps, mais la demande... Ça n'a pas matché C'est ça, elle n'avait pas matché notre offre, alors que là, pour la première fois, elle matchait l'offre. Donc, ça a direct créé cette énergie dont je parle beaucoup. Et voilà, et donc, on va dire, c'était ça le cocktail un peu, c'était une énergie avec les boissons, avec le DJ set, avec une bonne proposition. Et dès qu'on a prolongé pour la première fois, on s'est dit, nous, s'il y a tant d'énergie, c'est parce que c'est un pop-up. Là, ça commence à devenir long. C'est ça. Donc, comment créer cet esprit plus éphémère? Et donc, très vite, on a fait des pop-up au sein de notre pop-up. C'est-à-dire, on filait des petits espaces où les gens, soit on prenait une petite commission sur leur vente, soit on leur fait payer un petit loyer. Là, pour avoir 1%, 2%, et on proposait à qui? Aux gens qu'on avait rencontrés sur ces fameux marchés pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Et 2 ans, 3 ans, à nouveau, j'ai un peu de mal sur la temporalité précise. Et donc, on avait nos petits contacts, on avait des gens qui voulaient avoir un espace, on avait un super emplacement, on avait une bonne énergie, une bonne communication qui commençait à se dessiner, parce que enfin, on se disait, bon, bah là, on a vraiment de la matière tout le temps pour créer du contenu. Parce que forcément... là, t'es plus obligé de juste montrer les vêtements, etc. Tu montes le mood, tu crées vraiment quelque chose qui fait toute une expérience, et tu montes toute cette expérience qui n'est pas centrée uniquement autour du vêtement. Et donc, on avait aussi des alliés qui voulaient participer à ça.
Voilà. Et donc je pense que c'est autour de tout ça qu'on a su faire vivre ça. Et on a eu la chance comme les commerces ont refermé, ça n'a pas été 6 mois d'affilée. Ouais, ok. Et dis-toi, même quand les commerces ont été fermés, du coup, on ne pouvait plus ouvrir la boutique. Mais comme je t'ai dit, on avait un deal pour après. Et notre proprio, comme il n'allait rien en faire de sa boutique, ça fait qu'on a eu un deal avec lui où on a quand même loué pendant les périodes où les commerces étaient fermés, mais c'est devenu nous nos bureaux. Tu vois. Et pour la première fois, un pote à nous qui s'appelle Milo, qui bosse encore avec nous dans l'équipe actuellement, bah, ça a été le premier mec qu'on a recruté à cette période-là, en temps partiel. Juste quelqu'un qui avait fini ses études de théâtre, voilà, qui du coup était intermittent du spectacle, à faire des pièces de théâtre, des choses comme ça. Mais forcément, ça, bah, déjà, c'est ponctuel en fonction de quand il a une tournée, il a une tournée. Quand il en a pas, bah, il doit juste apprendre ses textes. Enfin, moi, je connais pas tous les dessous de ce travail-là. Et du coup, il avait besoin d'un taf alimentaire à côté. Il est venu nous voir. Il savait qu'on était dans cet écosystème il se passe plein de trucs, mais on est que deux, on commence à être dépassé au fur et à mesure. Et donc après, quand on a fermé et pendant 1 mois et demi, en fait pendant 1 mois et demi, on avait ce local-là, on pouvait préparer du contenu, préparer les stocks, avoir un écosystème où on se disait le matin on se lève, on va travailler là-bas, donc ça change tout, évidemment, comparé à être chez soi, sachant que on était chacun dans un endroit différent, et Loa chez sa mère, moi dans une petite résidence étudiante, et de ça, du coup c'est plus compliqué, et on habitait en banlieue, du coup ça fait loin aussi, voilà, bon après on habitait toujours en banlieue quand il y avait ça, mais au moins on avait ce lieu où on pouvait tous se rencontrer, pareil quand tu veux faire venir des gens pour shooter, des choses comme ça, quand tu leur dis viens à Épinay au-dessus de Saint-Denis, c'est pas la même chose que quand tu dis viens dans le Marais. Carrément. Voilà, donc tout devenait plus simple, et après on a pu bien se préparer pour le retour, et après là on a eu notre retour, après l'ouverture des commerces à nouveau. Vous l'avez préparé comment le retour? Franchement, en gros, on était là-bas tous les jours. Pour la première fois, on a fait des plannings de postes. Voilà, où on se disait, ok, les choses sérieuses commencent. Et donc là, ok, Insta, vous êtes dit, c'est important là. Ouais, à ce stade-là, vraiment, on s'est dit, faut capitaliser sur Insta. En plus, il s'avère que on a commencé à aussi faire bosser avec des micro-influenceurs qu'on a connus parce que c'était nos clients. C'est-à-dire juste, ils étaient venus dans cette première partie avant qu'on ferme tout ça, et ils venaient nous voir, c'était des mecs qui avaient 15K sur les réseaux, 20K sur les réseaux, des trucs comme ça, qui faisaient des photos à outfit simplement, voilà, et qui venaient nous démarcher en disant, fais-moi moins cher, je fais un post, file-moi ça, je fais un post, ainsi de suite. Nous on se disait, bon, on va tester par-ci par-là, et après du coup ces gens-là, bah, c'est devenu des alliés pendant cette période-là. On les faisait venir à la boutique, on faisait des posts avec eux, on leur offrait des sapes, on essayait de créer une bonne expérience pour eux aussi. Et donc, je dirais que quand on préparait cette partie-là, c'était beaucoup sourcer et communiquer comme il faut. Voilà, et diversifier notre offre et augmenter les types de partenaires qu'on pouvait avoir pour justement créer cet effet de pop-up un peu chaque semaine. Donc à cette époque, on a hébergé des fripes, on a hébergé des marques indépendantes de neuf, des gens qui faisaient de l'upcycling, des pop de sneakers aussi, je crois même, des tatoueurs aussi. Donc voilà, on se disait tous les concepts qui peuvent paraître cool et où les gens ont l'air d'être dans une bonne énergie, dans une énergie qui nous parle, etc. Go, on le lance, voilà. Et donc donc en fait après ces 6 mois, c'était le meilleur entraînement pour une boutique physique. Vraiment. C'est pendant ces 6 mois qu'on a, ouais, bien sûr. C'est pendant ces 6 mois qu'on a arrêté nos cours, qu'on a pu commencer à en vivre. Et c'est pendant ces 6 mois qu'on commence à se dire, il faut une boutique permanente là, maintenant. Et voilà. On a été en discussion avec le proprio pour faire du long terme là-bas. Après, malgré le background qu'on avait dans cette boutique, on n'avait pas encore les épaules pour se dire oui, on va tourner tous les mois là, alors que le loyer était très cher. Si on parlait en prix, c'était combien, on payait dans un premier temps, on payait 6 000 euros par mois. Voilà, et ensuite 5 000. Voilà, quand c'est plus long terme, il a baissé ça. On était ouvert 7-7. Et comme pendant les 2 premiers mois, il y avait que Loa et moi, ça fait que pendant 2 mois, de 10h30 à 20h, on était sur place. Voilà, sans off, parce que quand tu payes du coup l'équivalent de 200 euros par jour, tu te dis un jour off, c'est beaucoup trop. Voilà, on n'avait pas du tout encore notre équilibre et on était tellement dans l'euphorie du truc que à cette époque, on se sentait même pas KO. On se disait juste, on va l'être à un moment, donc faut prendre les devants. Mais ouais, on était dans l'euphorie du truc. On venait tous les jours. On avait l'habitude, de toute façon, d'avoir,
de beaucoup travailler, même par le fait que voilà, on avait les études, nos tafs à côté, plus la vente de SAP. Donc ça a fait que ouais, c'était assez logique pour nous de faire ça comme ça, mais fallait préparer la suite, et notamment l'arrivée de Milo, elle a fait une grosse différence. Quand on était 3, ça fait qu'il peut y avoir 2 personnes en boutique et une qui se repose, et même en semaine, une personne en boutique et 2 qui se reposent éventuellement, et voilà. Et donc cette boutique-là, ici, c'est ici du coup? Ouais. Permanente, comment vous l'avez trouvée? Et comment ça s'est fait, et comme le premier jour et tout? Ouais. Celle-là, du coup, on cherchait activement, sur les 6 mois de pop-up, au bout de 3 mois et demi, comme je dis, moi j'aime toujours avoir ce coup d'avance, et ainsi de suite. Du coup, moi, ça fait que plus à bosser sur la boutique, je laissais Loa et Milo bosser sur la boutique, et moi, je faisais des tours du centre de Paris, je me baladais, parce que, faut se dire, à part sur Internet, pour moi, les meilleures opportunités, tu les as en marchant dans Paris. Vraiment, simplement parce que quand tu loues un local, s'il y a un local qui est dispo nulle part en ligne, forcément, il est sur un marché beaucoup plus petit. Donc, tu vas bien plus pouvoir négocier, il va bien moins avoir de demandes, des choses comme ça. Et il y a plein de gens, pour X raisons, soit parce que ils viennent pas de France de base, donc je sais pas, ils connaissent pas les sites où mettre, etc. Soit parce que c'est des gens de vieille génération qui se disent, non, je vais pas mettre en ligne et avoir 15 appels à la journée, de gens qui juste s'appellent pour s'enseigner, et voilà. Ouais. Et donc, il y en a, tout simplement, ils mettent juste une affiche à louer, voilà. Et moi, je sais que quand je vois à louer, c'est pas une agence, et qu'il y a un 06 dessus, je me dis, ok, là, ça va être plus fluide. Ouais. Là, on va pas me dire, faut 50 000 € de frais d'agence pour ouvrir le shop, voilà, ainsi de suite. Donc, je me baladais beaucoup. Au final, j'ai pas trouvé de cette manière-là. Enfin, j'ai trouvé certains trucs de cette manière-là, que j'ai appelé, que ça marchait pas forcément. Notre difficulté, nous, pour avoir une boutique permanente, c'était les garanties à l'entrée. C'est-à-dire, à ce moment-là, comme je te dis, on n'avait pas encore de société. On allait créer une société pour avoir la boutique. Et on n'avait pas de trésor plus que ça. C'est-à-dire, nous, on était beaucoup à même si ça fonctionnait plutôt bien, comme notre loyer était énorme, déjà, on était rentable, mais pas de beaucoup non plus. Ouais. Et même, on faisait que de réinjecter pour faire de l'image, pour créer des choses en termes d'image, en termes de notoriété, voilà, à gift des trucs, à faire des prix cassés, à faire des opérations. On se disait juste, il faut se créer une place. Plus que faire de l'argent actuellement, il faut se créer une place. Mais le souci, c'est que quand tu veux une boutique, là, il faut de l'argent. Et voilà. Et donc, c'était un peu compliqué, et que donc, plus qu'un loyer faible, on cherchait un truc qui avait peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire, les boutiques dans le centre de Paris, très fréquemment, on va te dire, faut poser 6 mois de dépôt de garantie, donc 6 mois de loyer que tu payes à l'avance. Parfois, ça va être 6 mois de dépôt de garantie, plus 3 mois de caution, plus tu payes le loyer en cours. Donc, ça veut dire que... ça peut représenter combien, pour qu'on se rende compte? Franchement, si tu veux dans le centre de Paris, et que tu veux faire de la fripe, donc tu peux pas avoir un 10 mètres carrés, comme quand tu as une marque de neuf, toute petite, avec peu de propositions, facilement 30 000, 40 000, 50 000 euros. Facilement 30 000, 40 000, 50 000 euros. Nous, on se disait, on peut assumer jusqu'à environ 20 000 euros. Entre autres, parce qu'on avait le père de Loa qui allait nous prêter 10 000 euros, qu'on allait devoir le rembourser en 1 an et demi ensuite. Donc, on se disait, nous, on peut mettre de côté 10 000 euros. Et ensuite, avec ces 10 000 euros en plus, avoir une boutique où on a posé 20 000 euros au départ. Ouais, je vois. Voilà. Mais évidemment, si on te les demande ces 20 000 euros en dépôt de garantie, ça veut dire que tu fais pas de travaux, t'achètes pas de matériel, tu t'investis pas dans de la communication. Donc, ça veut dire que nous, on voulait même un truc où, au départ, on allait quasi rien nous demander. Voilà. Et très classiquement, quand tu cherches un commerce permanent, on te demande soit des garanties financières solides, donc de donner de l'argent, donc comme un 6 mois de garantie que tu vas récupérer à la fin, parce que la logique c'est juste, si tu peux poser 6 mois, c'est que tu es en place et que donc tu seras pas un mauvais payeur. Évidemment, qu'on le veuille ou non, les propriétaires c'est des trucs privés, ils sont pas là pour donner une chance à un jeune, un truc comme ça. Après, il y a aussi ceux qui cherchent une boutique via la mairie de Paris qui propose aussi des locaux. Et là, pour le coup, c'est beaucoup moins... c'est pas les sphères de privé, quoi. Du coup, c'est le truc, tu vas déposer un dossier. Si ton dossier il est validé, que tu prouves que ton projet il est viable, tu peux, même avec très peu d'économie, réussir à avoir un commerce. Nous, on n'a même pas essayé de faire un truc comme ça. Juste parce qu'on s'est dit, c'est pas comme si on développait un produit qui avait jamais été fait. On est très jeune, on n'a pas de background là-dedans. Donc c'est différent, c'est particulier. Mais donc bref, nous on cherchait un truc avec peu de dépôt de garantie comme ça. Et au final, j'ai trouvé sur Le Bon Coin, tout bêtement, j'ai trouvé sur Le Bon Coin cette boutique. C'était dans le centre, c'était dans une rue peu passante.
J'ai vu que c'était une particulière qui le louait, même si après au final j'ai appris que c'était une entreprise familiale et eux ils ont une dizaine de locaux dans le coin. Bon c'est souvent comme ça, c'est assez concentré quoi les propriétés. Voilà. Et donc j'ai visité. Là le loyer c'était 3000 et eux ils demandaient 3 mois de dépôt de garantie. Donc ça veut dire qu'on devait poser 9000 € au départ et on avait clé en main. La boutique c'était un cube blanc. Donc c'est ce qui est bien parce que il y a beaucoup de boutiques où on va te les louer au même prix et on va juste te dire bah tu vois là il y a des câbles qui sortent du plafond, bah juste fais des travaux. Voilà. Et ça c'est banal quand t'es un petit indépendant qui fait des pop-up, tu te dis bah comment ça je vais faire des travaux et faire en sorte qu'on voit plus ces câbles qui sortent du mur par exemple. Mais bah en vrai avoir une boutique et faire des travaux dedans c'est banal et ça coûte de l'argent, du temps et ainsi de suite. Nous on avait du coup ce cube blanc, on s'est dit bah on va accrocher des portants au mur et on sera prêt. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. C'était une rue peu passante, mais nous de toute façon avant on avait même pas conscience à quel point le passage c'est important. Quand tu fais des pop-up, quand t'es issu d'Insta, du online, tu te dis bah une boutique c'est les gens qui connaissent qui viennent. Peu importe la notoriété que t'as, rien ne vaut une rue passante. Et ça, tous ceux qui ont des commerces depuis longtemps, ils le disent. Et en plus, une notoriété sur les réseaux, ça fluctue. Une rue très passante, ça reste une rue passante, logiquement. Ça fluctue à l'échelle de 10 ans. Pas à l'échelle de l'année, d'un an, de 6 mois, des choses comme ça. Donc, voilà, on s'est installé dans cette rue qui est la rue du Caire. Voilà, on a misé sur notre communauté. Pour parler concret ensuite sur l'ouverture, après peut-être si tu veux on développera sur comment on a fait enfin qu'est-ce qu'on a préparé pour ouvrir. Par exemple on a ouvert, on a eu une queue de 40 personnes de notre communauté, il y a eu une super énergie, on avait fabriqué des petits bobs comme notre personnage, tu vois, avec le petit ruban blanc, on donnait à tous ceux qui étaient dans la queue, ainsi de suite. On avait acheté des Capri Sun, on distribuait dans la queue aussi, tout ça. Voilà, sur le côté assez bon familial, accueil, voilà, bon accueil et tout. Concrètement, premier jour, bon voilà, on a une boutique où on paye 3000 € de loyer. On avait notre premier alternant depuis un mois. On avait Milo qui travaille avec nous toujours, qui lui est en freelance et bosse 20 heures par semaine. Et entre le moment où vous avez les clés de la boutique et l'ouverture aux gens, il s'est passé combien de temps ? Il s'est passé 3 semaines. Il s'est passé 3 semaines. Vous avez fait quoi dedans ? On était dedans tous les jours. On a essayé de faire un plan de communication. Qu'au final, vers la fin, on a abandonné parce qu'on s'est dit oula, ça prend trop de temps. C'est pas la chaîne YouTube ? Dans la chaîne YouTube faisait partie de notre plan de communication justement. On a abandonné. J'ai vu ça. Pourquoi vous avez arrêté la chaîne YouTube ? Honnêtement, juste parce qu'on avait envie de plus concentrer nos efforts sur les trucs plus impactants directement, même si on savait que sur le long terme, c'était l'important. Mais c'est toujours l'idée de. On a plein d'idées, mais ce qui est sûr, c'est que on a besoin de faire venir les gens en boutique au quotidien. Et donc, à un moment, quand tu vois que ta chaîne YouTube, elle te fait gagner en image un peu, elle te fait te développer un peu, mais que faire des petits réels vite fait, c'est bien plus impactant au quotidien. Bah, voilà, malheureusement, enfin, c'est pas un grand malheur, bien sûr, mais on avait besoin de concentrer nos efforts sur l'impact direct. Surtout quand on a vu que la rue, il y avait 0 passage en naturel. Voilà, c'est une rue vraiment très calme, même dans le centre de Paris. À tel point que, bah, par exemple, on a ouvert le premier jour, on a vendu environ 80 sapes pour 2500 €. Le deuxième jour, donc le dimanche, on a vendu un pull à 30 €. Voilà. Donc la douche froide a été voilà. Même si on était encore dans l'euphorie de l'ouverture, mais ça nous a fait nous dire ok, les efforts de communication faut les faire. Faut les faire. On avait tout teasé sur le premier jour, car même dans nos visuels, on avait même mis en fait on avait hyper mis en avant le premier jour comme c'était un pop-up d'un jour. Et on s'était dit on veut jouer sur ce flou et créer une ouverture folle où tout le monde vient comme s'il y avait que ce jour-là. Et du coup, il y avait marqué en tout petit partout que c'était une boutique long terme. Et voilà, du coup, on s'est aussi peut-être tiré une balle dans le pied avec notre communication aussi. Voilà, mais nous, on voulait vraiment, on s'est dit, on a maintenant une boutique permanente. Faut que à vie, les gens se disent l'ouverture, c'était fou. Pour nous, c'était trop important de pas ouvrir en se disant ah on tâtonne, etc. On voulait un coup de buzz à l'ouverture. Comme dit, on avait préparé nos bobs, on avait préparé nos boissons, on avait préparé notre DJ set. On se disait voilà, là on revient. Certes, c'est pas le marais. Certes, c'est voilà plus reculé. Mais on avait besoin de ça et l'ouverture, ça a été une vraie réussite.
Le premier mois, on peut pas en dire autant. Ouais. Voilà. Mais ça, voilà. À nouveau, on a dû se mettre au niveau ensuite. Ouais. Au début, on a juste voulu se mettre au niveau de l'ouverture. Ouais. Et voilà. Et après, pendant ces 3 semaines sans être ouvert, bah, on chinait du stock, on préparait la communication, on a fait plein de visuels d'avance aussi. Voilà. Et on préparait un peu, même nous, nos plannings, notre logistique, qui va être là quand, qui va faire quoi, maintenant qu'on est dans cette nouvelle aventure et que c'est pour de bon. Ouais. Étant donné qu'on avait un contrat de 3 ans, qui là vient de se finir justement. Et voilà. Et voilà. Et votre communication, tu disais que elle était différente. Comment vous l'avez construite et en quoi elle est différente? Comment tu mettrais des mots dessus? Bah, je dirais que les 6 mois, ça nous a fait avoir plus de recul sur la communication et ça a fait qu'on était moins animé par justement créer des effets buzz Ok. et qu'on voulait vraiment quelque chose de périn. Et du coup, même si on a voulu créer un effet buzz pour le Ouais, lancement, bien sûr. et du coup, en ça, on se disait, ok, comment déjà créer une proposition qu'on arrive à tenir dans le temps? Parce que notamment pendant les 6 mois de pop-up, c'était vraiment, tu venais une semaine, il y avait un type de sap, tu venais 2 semaines après, il y avait d'autres. Ok. Parce qu'on faisait au gré de ce qu'on arrive à sourcer. Ouais. Donc on n'avait jamais eu à sourcer autant. Parce Ouais, qu'on bien sûr. vendait énormément. Et enfin, comparé à ce qu'on vendait avant. Mm. Et donc à ce moment-là, pareil, on s'est un peu posé en se disant, ok, déjà, quels vont être nos canaux de communication? Voilà, on cherchait aussi sur internet comment faire un plan de communication. On se renseignait aussi en regardant sur internet tout simplement comment communiquer autour de l'ouverture d'une boutique. Et voilà. Et après on s'est dit ok, bah nous comme je dis on dézoome beaucoup quand on fait un projet, c'est-à-dire à dire les catégories enfin les catégories les axes qu'on va accentuer, si je puis dire. Et dans cette veine-là, on s'est dit bon bah quel va être notre axe de communication? Qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Donc là, c'était quand même pas mal raisonné, pas mal planifié. Et on s'est dit, ok, faut créer un peu un suspense. Voilà, donc ça fait que on s'est dit, bon, on va faire monter le truc avec des sortes de teasers au fur et à mesure. Je crois, par exemple, toute première fois où on a fait un support de communication, c'était vraiment juste, il y avait le panneau Sentier, qui est la station de métro la plus proche du shop, et c'était juste un truc avec une musique un peu suspense, où juste il y avait une main qui posait un sticker sur le panneau Sentier. Juste pour dire, on est en train d'arriver. Ensuite, je crois qu'on avait fait la même chose avec le panneau de la rue du Caire, ainsi de suite. Donc un peu, ça affine, voilà, on se rapproche un peu de la boutique. C'est pas quelque chose qu'on avait déjà vu sur d'autres. Voilà, nous, on tient beaucoup à essayer de créer nos propres concepts, même si ça reste très basique. C'est pas du tout une idée de génie ni rien. Mais on s'est dit, on va faire monter un peu la sauce comme ça, et on mettait des J-20, des J... Voilà, pendant ces 3 semaines. Mais moi, je parlais plus de vous, votre comme maintenant aujourd'hui, au jour le jour. Ok. Tu vois, enfin, tu dis qu'elle est. Comment vous l'avez construite? Enfin, tu vois, pour vous, c'est quoi l'important? Je dirais que moi, comme on a commencé un truc tôt, tout ça, j'étais tout le temps animé par le fait de pas devenir has-been entre guillemets alors qu'on est jeune, qu'on a un projet jeune et de ça. Du coup, bah déjà on regarde beaucoup ce qui se fait. Par exemple, nous on s'est mis tard sur les réels, comme beaucoup de gens se sont mis tard sur les réels. Mais quand on a commencé à faire des réels, on se disait bon bah maintenant tous les vêtements on va les montrer en faisant des réels. Du coup, à la base, bah voilà, c'était simplement des trucs où on se disait maintenant c'est différent. On va montrer via des réels et on va essayer de faire le plus possible de trucs mood plus que centré sur les vêtements. Voilà. Et ça, c'est les ventes physiques qui nous ont fait tendre vers ça. Voilà. Parce qu'à nouveau, on avait matière à faire ça. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on disait le lancement, on disait déjà, lancement, on va montrer, voilà, qu'on distribue des bobs aux gens. On va montrer que les gens, ils sont contents d'entrer à la boutique. On va montrer ce qu'ils achètent. On va vraiment montrer le parcours pour que quelqu'un qui voit ça de loin se dise, bah, moi aussi, j'ai envie de vivre cette expérience. Donc, c'était devenu, notre manière de communiquer, c'est devenu comment capitaliser sur l'expérience et comment capter l'attention en restant fidèle à ce qu'on propose. Et voilà, et en gardant notre mood global qui est d'être à la cool, d'être souriant, d'être chaleureux. Moi, j'ai toujours été un peu aigri, par exemple, vis-à-vis de la froideur dans la mode, qu'on retrouve encore plus dans des créneaux luxe, comme des puzzles, etc. C'est-à-dire, j'ai toujours été... ok, tu te trouves plus beau gosse quand tu poses sans sourire, mais c'est chiant de pas sourire, et voilà, tu vois. Parce que, voilà, moi, par exemple, je vois un pote à moi qui pose, jamais je vais le trouver mieux sans sourire qu'en souriant, parce que juste, c'est l'énergie qui me renvoie quand il sourit, bah, je la trouve mieux. Donc ça me parle plus. Et après, je sais que ça peut être différent, que, évidemment, que le côté
inatteignable, de la froideur, etc. Ça peut faire fantasmer un peu. Mais nous, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voulait. En vrai, ouais, c'est possible. Sur beaucoup, c'est fini. Bah, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, nous, même quand on voyait les autres fripes, etc., on voyait qu'il y avait beaucoup de trucs. Celles qui sélectionnent des bonnes sapes, il y avait beaucoup de trucs. Regarde, la belle sape pour être stylée, etc. Alors que nous, voilà, c'était pas tellement ça. Donc, c'est en ça enfin, c'était notre axe pour se démarquer, on va dire. C'était notre axe pour se démarquer et qui nous ressemblait. Donc, c'est les deux. C'est à la fois très pensé, à la fois très spontané. Et voilà. Et donc, je dirais qu'on a fait évoluer notre communication comme ça, en se disant, bah, nous, on va être un peu des égéries de notre propre projet. Et voilà. Avec le temps, c'est devenu plus Loa. Tout simplement parce que moi je suis moins à l'aise peut-être face à la caméra que tout ça et j'aime bien un peu courir partout et que je pense aussi que Loa reprend plus un idéal pour beaucoup de notre clientèle que moi qui vais être plus dans ma bulle tout ça où elle est depuis qu'on a fait des shops physiques il y a toujours eu des gens qui disent ouais j'aime trop ton style ouais j'aime bien tout ça voilà donc Loa naturellement elle est devenue voilà et en plus comme celle qui faisait la communication bah ça avait du sens même si à la base elle communiquait en montrant d'autres gens et pas elle-même directement et voilà et après on a capté qu'aussi le personal branding ça marchait que fallait que les gens s'attachent à un truc et du coup on s'est dit bah voilà ça va être Loa qui parle face caméra qui vous présente les trucs c'est à la fois simple de communiquer comme ça face caméra tout ça plutôt que réunir des gens etc et plus impactant et en plus bah le projet c'est directement Loa qui fait des choix de ce qu'on met en boutique, qui fait les choix de communication, qui fait les choix de tout. Donc ça a du sens que ce soit elle qui le présente aussi. Donc voilà. C'est ça. Bah, c'est un truc qu'on voit ou que les boîtes commencent à comprendre. C'est que c'est toujours mieux de suivre quelqu'un que quelque chose. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, ouais, ça change tout. Et tu l'as dit, un personal branding, aujourd'hui, c'est ce qui... Enfin, tout le monde se réveille dessus, j'ai l'impression, tu vois, sur ces dernières années. Ouais. Et d'ailleurs, cette description, un peu, ça me fait penser... Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez pensé à moi pour faire du contenu pour Sapeur ou c'était aussi quand même plus positionnement, il parle aux jeunes de Paris, truc Nous, bah, c'est les deux dans le sens où ta cible, du moins ta cible, quand on a commencé à bosser ensemble, parce que c'est beaucoup élargi avec le temps, ce que j'ai compris, et ben nous, voilà, on avait vraiment ce truc... On a bossé avec toi surtout dans nos OP type Bradley et tout ça. Nous à la base on avait une clientèle très jeune, très étudiante, tout ça, qui du coup a un budget assez restreint. Avec le temps nous on a voulu monter notre gamme un peu, toucher une clientèle plus âgée, plus aisée aussi, ainsi de suite. Mais du coup on avait la volonté de garder aussi cette clientèle-là qu'on avait construit ainsi de suite et qui nous ressemble et qu'on a voulu toucher en premier. Et du coup quand on voyait toi ton contenu ta cible, ta manière de faire et ta manière très centrée où justement ouais t'es face caméra, on voyait aussi que t'essayais de développer un peu ton personnage même si à la base c'était plus t'es un présentateur d'un concept enfin sans trop parler de toi enfin j'ai l'impression de mon analyse. C'est drôle parce que j'ai jamais voulu ça. Tu vois, ok. Et tu penses à quoi toi? À la base par exemple quand on voyait des trucs sur les visites d'appart voilà je me disais en soi, on sait pas qui c'est lui, mais on sait que c'est le mec qui fait les trucs de visite d'appart et on le voit, on le revoit, on peut un peu capter son personnage par sa manière de parler, ainsi de suite, mais on a très peu d'infos sur qui il est. C'est assez ouf parce que ce concept, il m'a dépassé, genre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouvais ça drôle parce que j'avais vu ça chez les Ricains et qu'il y avait un truc à faire en France sur justement cette cible-là, c'est les étudiants, les petits appartes, comment tu vis dedans et tout, etc. Et ça marchait bien et je me dis ok donc j'ai trouvé un moyen de partager ces infos d'une manière super efficace mais c'est vrai que c'est un concept qui fait qu'on me voit pas non c'est vrai et ça je m'en suis rendu compte avec les retours des gens t'es le mec des apparts putain je suis un mec là il fait des apparts et tout mais c'est WAM mais non tu vois en fait les gens ils savaient même pas que c'est WAM je vois et c'était un peu ça m'étonne pas c'était un peu ce truc là de ok tu prends du recul et tu dis faut penser aussi au contenu que tu fais en fonction des retombées aussi, tu vois. Bien sûr. Okay. Ouais, être à l'écoute des retours, etc. Et aussi, c'est... Enfin, se mettre en avant soi directement, c'est... Je trouve que c'est pas forcément un exercice. Et c'est un vrai exercice, ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Et donc, cette boutique-là, vous êtes là pendant 3 ans dedans. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Et du coup, pourquoi cette envie de pas renouveler une boutique et d'arrêter je dirais que ça a bien marché
mais nos exigences sont aussi montées avec le temps. C'est un peu comme, moi je dis, quand on commençait Vinted, voilà, tu fais une vente par jour, t'es comme un ouf, mais 2 mois après, bah, tu fais une vente par jour, ça marche toujours aussi bien du coup qu'avant, mais tu te dis, bah, ça va pas. Enfin, si tes ambitions ont progressé, voilà. Et là, je dirais que le modèle sapeur, déjà avec le temps et la concurrence qui augmente, etc., il y avait moins d'engouement en termes d'image, etc. Parce que vous avez commencé en janvier 2022. C'est ça. Et là, du coup, Et là, fermeture novembre 2024. hier. Ouais, Ok. novembre 2024. C'est ça, donc presque 3 ans. Sur ces laps de temps, ça a beaucoup changé, c'est ça? Ouais, je trouve que le marché a beaucoup changé, que la proposition a beaucoup évolué, s'est beaucoup agrandi. Et donc, par continuité, plus le temps passait, plus on était prisonnier de nos opérations marketing plus que de la proposition. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'en tant que commerce, c'est toujours important d'avoir un équilibre. C'est-à-dire, autant la communication et l'identité, c'est important, mais il faut pas que les gens ils viennent à fond pour la communication et l'identité. À la fin, ils achètent un vêtement quand même. Donc voilà, avec le temps, on avait toujours des nouvelles idées marketing, communication, mais on avait du mal à vraiment avoir une proposition. On se disait, elle est vraiment intéressante en vue de l'écosystème dans lequel on est. Ok. Et du coup, on constatait aussi qu'il y avait plus de gens déçus. C'est-à-dire D'accord. qu'ils voyaient sur les réseaux, qui étaient très contents de venir, mais qui après, ils se disaient, ah, bah... Finalement, c'est une boutique. Ouais, voilà, c'est ça. vêtements, Finalement, ouais. j'aurais pu trouver ça ailleurs, alors que me disais, c'est incroyable, ainsi de suite. Nous, comme on avait développé notre communauté, fidélisé des clients, etc., on chutait pas en termes de chiffres, en termes de ventes, ainsi de suite. Mais il y avait moins cet engouement, cette énergie. Et cette énergie, pour moi, elle est importante. Et elle est importante aussi pour durer dans le temps. Je dirais que nous, voilà, moi, j'ai toujours dit, sapeur, faut que ça reste un truc hype, un truc où les gens se disent, putain, c'est mon goal d'acheter des sapes là. Quand j'y vais, je suis refait. C'est un positionnement aussi de se dire, j'ai une boutique où ça tourne, il y a des clients fidèles, ils sont contents d'acheter des sapes dont ils ont besoin, et voilà. Nous, on n'a jamais voulu ça, que ce soit pour nous humainement, que ce soit dans le rapport avec les gens, que ce soit même pour quand t'es en boutique, que ce soit marrant, que tu rencontres grave. des gens, ainsi de suite. Alors que quand on était plus dans notre routine, quand il n'y avait pas d'opération, étant donné que la proposition était moins intéressante comparée au contexte, je trouve que voilà, on avait des gens qui venaient tous les jours, qui faisaient leurs petits achats, on leur disait bonjour, au revoir, voilà, et à des moments, plein de fois, on se disait, bah, on n'a jamais voulu être dans cette routine-là. Ok. Nous, on a ouvert notre boutique permanente parce que juste tous les jours, on avait du monde à nos pop-up Ouais. et une énergie qu'on kiffait, et du coup, on a voulu la retranscrire pour tout le temps. Mais voilà, mais quand cette énergie a commencé à redescendre, bah, justement, on s'est dit, autant passer plus à de l'événementiel pour garder tout le temps cette énergie, mais pas maintenir ces moments un peu plus plats, un peu plus creux, Ok. un peu plus calmes. Et il y a aussi l'arrivée du projet Puzzle. Vas-y, parle-nous de ça. Le projet Puzzle qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an, dans toujours cette envie de se développer, de monter en gamme, aussi le fait que même nous, nos goûts vestimentaires, je dirais tout particulièrement Loa, plus le temps passait, moins se reconnaissait dans aussi la proposition sapeur, pour dire le contexte joue tellement que, enfin, même quand un des deux fondateurs se reconnaît moins dans la Ouais, proposition, c'est sûr, ouais. ça commence sérieusement à nous impacter. Tout simplement parce qu'à Sapeur, on a un style plutôt streetwear, tout ça. Et elle qui grandit, qui évolue, avec le temps, un style plus adulte, plus poussé, plus féminin. Et elle se reconnaissait moins dans ce qu'on proposait à Sapeur. Voilà. Pour ça, entre autres, et pour l'évolution du marché qu'on constatait, on a voulu créer Puzzle. Moi, j'aime bien dire que c'est à nouveau des contacts professionnels qui m'ont fait comprendre qu'il y avait une opportunité comme ça. Tout simplement parce que moi, j'ai toujours en parallèle, même si on communique pas trop dessus, vendu de la marchandise à d'autres fripes, d'autres concepts. Et donné qu'on a, comme je disais, des bonnes relations avec des fournisseurs, des bons moyens de sourcer de la bonne marchandise, pas trop cher, ainsi de suite. Et du coup, j'ai toujours un peu vendu de la marchandise par-ci par-là à d'autres. Et il y avait certains de mes clients qui, en fait, je constatais, ils m'achetaient la marchandise en gros au prix que je faisais au détail. Ah oui, d'accord. Ils étaient prêts à acheter putain. aussi cher que moi je vendais au détail. Et donc, moi, je savais que je leur posais des questions, ainsi de suite, sur leur prix de revente et tout. Et ça m'a fait comprendre qu'il y avait tout un créneau un autre marché, bien plus haut de gamme qui était complètement un autre marché. Eux se revendiquaient même pas en tant que fric prix, ainsi de suite. Et donc je me suis dit, ok, on va
essayer de s'immiscer là-dedans un peu. Voilà, toujours dans ce côté challenge, dans ce côté avoir un peu un coup d'avance, ainsi de suite, voir ce qu'on peut tester, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Puzzle, après avoir d'abord fait plein de petits pop-up avec d'autres acteurs de ce marché-là. On se faisait inviter, j'essayais de comprendre un peu comment ça marche, de comprendre les défauts de ce modèle-là aussi. Nous, quand on se faisait inviter à ce genre de pop-up, c'était à chaque fois des trucs où chacun a un petit portant, et du coup, dans la boutique, il y a 6 vendeurs en même temps, qui chacun est là pour vendre ses propres sapes. C'est pour ça qu'après, quand on a créé le concept Puzzle, qui est un concept haut de gamme, un peu luxe, tout ça, on a décidé de créer quelque chose où nous, on est une entité qui pérennise le tout, et qui crée une homogénéité dans tout ça. C'est-à-dire justement les défauts que je voyais dans ce modèle-là, c'était de voir que t'arrivais dans la boutique, chacun était là pour vendre ses propres sapes, et il y avait quand t'arrives dans une boutique 30 mètres carrés et il y a 5 vendeurs, c'est particulier. Pourquoi il y a 5 vendeurs? Tout simplement parce que c'est 5 personnes qui se sont associées et que personne s'est dit je vais fédérer le tout. Voilà. Après, ça peut très bien fonctionner comme communauté, mais j'ai envie de dire que même si on fait une analogie à le monde dans lequel on est, même dans une démocratie, à fond une démocratie, bah voilà, il y a des élus, il y a des gens qui fédèrent, des choses comme ça. Et ça permet de trancher quand il y a des décisions à prendre, des choses comme ça. Voilà, à nouveau, j'ai pas la prétention qu'on crée quelque chose à l'échelle d'un État, des choses comme ça, mais j'aime bien l'analogie. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé Puzzle, qui se voulait un concept plus mode, plus luxe, et on se disait, bah, on va exploiter le fait que pendant tant d'années, on s'est fait des contacts aussi, des gens avec qui on pourrait potentiellement bosser, on pourrait créer quelque chose de plus gros, voilà, qui va plus loin, de plus mode, qui correspondent plus à nos nouveaux goûts, nos nouvelles envies, et qui correspondent plus au nouveau marché. Enfin, au marché qui est plus en train de se développer, alors, selon moi. Tu sais que t'as raison. Moi, je suis pas spécialiste du tout, mais j'ai vraiment l'impression que ça se polarise. Ouais. Et que ce qui va marcher, c'est le vraiment pas cher et le vraiment cher. Exactement. Ouais. Et moi, je trouve aussi, et ça, je pense que c'est global. Ça va plus loin qu'uniquement dans le vintage. Quand tu regardes, bon voilà, c'est la crise. Après, parfois on a l'impression que depuis qu'on est petit, on nous dit que c'est la crise, c'est sûr. Voilà, ces dernières années, c'est l'inflation, etc. Par exemple, dans le prêt-à-porter, énormément d'enseignes de moyenne gamme ont fait faillite, justement. Oui, c'est vrai. Voilà, Camailleux, ça a fait faillite. Go Sport, ça a fait faillite. Plein de trucs comme ça qui étaient moyenne gamme, qui étaient des vêtements, voilà, classiques, moyens. Et à côté, d'autres enseignes comme Zara, qui est du moyenne gamme, maintenant ils montent leur prix au fur et à mesure. Des trucs comme Primark, ça c'est devenu bien plus populaire. Voilà. Et justement, maintenant c'est un peu, il y a plein de fripes qui font des braderies à 5-10 balles, et il y a plein de fripes qui vendent que des items à 150 € minimum. Donc je pense que les moments de crise, ça accentue ces inégalités comme ça, et soit t'es proche de tes sous et tu veux du vraiment pas cher, et soit tu peux te permettre et t'achètes de temps en temps des vêtements, et voilà. Et je pense qu'aussi ça va dans la logique du nouveau mode de consommation que la fripe essaie d'insérer au fur et à mesure aussi, de se dire soit t'achètes plein de vêtements et vraiment pas cher, tout ça, soit t'en achètes peu qui vont durer, et du coup t'es prêt à mettre plus cher, ainsi de suite, alors que c'est sûr que le moyenne gamme, ça fait plus que tu vas acheter beaucoup de vêtements, ça va pas te coûter si peu cher, ainsi de suite. Voilà, et du coup, peut-être dans ce contexte de crise, c'est plus adapté. Ok. Voilà. Et donc la suite, c'est Puzzle et Sapeur. Comment? La suite, c'est Puzzle et Sapeur en événementiel, essentiellement. Ok. Voilà, on a toujours fait de l'événementiel, même dans Sapeur, à héberger des marques, des concepts, des choses comme ça. Et par exemple, même nos partenaires ont toujours eu cette frustration de, comme on fait tout le temps des events et qu'on est tout le temps ouvert, qu'on doit tout le temps ramener du monde, quand par exemple on avait un pop-up le week-end prochain d'un événement, on allait le teaser, mais 2 semaines avant, on pouvait pas parler de ça. On devait parler d'autres choses, parce qu'il se passait d'autres choses entre temps. Alors que là, on pense pouvoir faire les choses mieux et de manière plus concentrée, plus focus, sans avoir le rush de, il y a un truc samedi, on est jeudi, mais il faut d'abord ramener des gens pour le vendredi. Voilà. Donc oui, la suite, c'est Puzzle, le développement de ce concept, donc qui est du vintage, de luxe. Là, il y a une boutique déjà. Actuellement, il y a une boutique sur laquelle on est, qui dure 3 mois, de début octobre à fin décembre. Ok. Ça repart sur ces trucs éphémères. C'est ça, c'est un peu le même parcours, ouais, c'est ça. Puzzle, on a fait 4 pop-up de 1 mois. On a direct fait du un peu long. On n'est pas repassé par la case 3 jours. Et là, on fait un pop-up de 3 mois pour la première fois. Donc nous, c'est comme ça qu'on s'est construit, en faisant des petits pop-up, puis des un peu plus longs. Ça nous permet de tester
entre les pop-up, on se débrief, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui a plu, est-ce que l'équipe elle s'est bien sentie, est-ce qu'on était bien répartis dans notre effectif, ainsi de suite. Bref, tout un tas de retours. Et après on refait, on essaie de faire mieux, ainsi de suite. Actuellement c'est une édition de 3 mois, c'est la 5e édition. Toutes les éditions ont de plus en plus marché, donc c'est qu'on est dans le bon a priori sur la progression. Voilà. Et c'est où pour l'instant pour ceux qui veulent venir là? Et actuellement c'est dans le 3e, rue Notre-Dame de Nazareth, au 56. Vers Temple. Voilà, vers Temple. Et à partir du 12 novembre, on ouvre même une 2e boutique puzzle pour dire on s'arrête pas pour toujours le petit coup d'avance qui va durer juste 3 semaines, qui sont au 64 rue du Temple. Voilà. Et donc c'est ça un peu la suite. Et Sapeur en événementiel. On a trop hâte de plein de projets, plein de collabs aussi. Ça va nous permettre de bosser avec beaucoup plus de gens parce que comme on dit, on tient à s'allier avec plein d'autres. Faut qu'on parle de cette expérience alors. Ah bah avec plaisir. Avec l'événementiel en plus. Ah bah oui, toi t'es dans l'événementiel et nous justement on veut plus se concentrer là-dessus. Donc avec plaisir. Trop bien. Pour terminer, est-ce que t'as un dernier truc à dire aux personnes qui sont pas encore lancées, qui sont au tout début? Bah franchement, ouais, j'ai envie de dire que faut pas se mettre la pression d'avoir un truc déjà bien pour se lancer. Pour moi, faut se lancer. Il y a rien de mieux que l'expérience et de se vautrer. C'est peut-être un peu bateau. Nous, du moins, on a toujours fait comme ça. Et encore maintenant, on lance nos projets sans se demander si ça va vraiment marcher. Et après, quand il y a des trucs qui marchent pas vraiment, bah c'est là que tu rebondis. Donc pour moi, le plus important c'est de faire à petite échelle. Et après, si ça doit prendre, ça va prendre. Tu peux pas dès le début avoir un gros projet. Donc vraiment, faut tester, faut oser des trucs, faut oser aussi se faire aider, mais pas copier d'autres choses. Même pas parce que ça se fait pas de copier, ça, tout le monde copie tout, y a pas de souci. Moi, j'ai pas de souci éthique sur ceux qui veulent copier des trucs parce que de toute façon, l'idée c'est de faire sa version à soi. Voilà, mais en tout cas de vraiment prendre les conseils, les adapter à soi, se les approprier pour créer son propre truc, voilà, pour en être fier. Et de toute façon, ça marchera pas de juste copier quelque chose d'autre, voilà. Mais ouais, c'est se lancer et y croire et être consistant. Voilà, être consistant, pas se dire en 6 mois ça va péter, même si on le souhaite à tout le monde. Ouais, mais presque pas. Hein. Ouais, presque pas. Ça peut être un, ça peut être un piège. Ouais, ça peut être un piège, c'est vrai. Et ça, surtout, enfin, je pense. Dans la tête. Beaucoup dans la tête. Beaucoup dans la tête d'avoir été là, de redescendre là, ainsi de suite, compliqué. Mais voilà, en tout cas, faut se lancer. Il y a plein de projets, savoir s'entourer. Voilà, je pense que c'est ça mon conseil global. De toute façon, le plus important, je trouve, c'est que ça existe. Et une fois que tu as ce truc-là, c'est le 0 à 1, genre. Ouais, et clairement. Après, t'améliores. Clairement. Carrément. Ouais. Avant de terminer, est-ce qu'on fait un tour de la boutique là, qui se ferme quand même? Ouais, bien sûr, on fait un petit tour. Petit tour de la boutique avant qu'elle se ferme. C'est ça, bah on est en plein rangement, donc c'est un peu le bordel, mais au moins ce sera la dernière occasion de voir un peu. C'est ça, même votre univers, comment vous avez décoré et tout. Ouais, c'est ça, bah... Cool. Partout, on a des petits posters, un peu dans l'inspi, un peu chambre d'ado, tout ça. Voilà, c'est une manière simple de décorer, de rappeler un peu nos petits rêves. C'est quoi l'époque un peu early 2000 quand même? Ouais, c'est beaucoup fin années 90, début années 2000. On a aussi beaucoup de petits posters un peu perso, c'est-à-dire des trucs de partenaires avec qui on a bossé. Ça, c'est un mec qui avait fait un pop-up qui nous a offert l'affiche, des choses comme ça. Ça, c'était notre première collection de vêtements. Donc ça retrace un peu la petite histoire de Sapeur un peu partout. Voilà, là une graffeuse qui nous avait fait ça, qui était venue nous l'apporter dans Sapeur directement en disant tenez cadeau, elle avait fait ça sur un drap. Donc voilà, on l'a accroché comme ça. Que ce soit là. Ouais, vraiment. Et pour anecdote aussi, ça dans la cabine d'essayage, le Sapeur vintage, ça on l'avait cloué sur notre devanture, là où on était à Saint-Paul. Et après on l'a ramené, donc c'est notre première devanture. Voilà, c'est ça, gros background, ça on va le garder bien longtemps. Sur un bout de bois qu'on avait trouvé dans la rue. Voilà. Et le nom, il vient d'où d'ailleurs? Le nom, j'avais demandé plein d'inspi à des potes à moi, tout ça à l'époque. On voulait qu'il y ait vintage après. Avant, c'est ce qui se faisait dans les trucs. Tout le monde mettait vintage derrière. Encore maintenant un peu, mais moins. Et voilà. Et moi, j'ai toujours utilisé le terme sap. Enfin, comme plein de gens, mais voilà, j'ai toujours utilisé le terme sap. Et voilà. Et juste, en plus, je voulais un logo où il y avait ma gueule dessus et tout ça.
Bon, moi j'ai Il est le logo d'ailleurs. Ouais, il est là le logo exactement. Et en gros, c'était un peu avant avec des potes, on avait vu des réels sur les sapeurs congolais, tout ça, oui. voilà. Et ça nous faisait rigoler un peu. Bon, moi, je suis moitié camerounais et pas congolais. Ouais. C'est pas eux les vrais sapeurs, c'est les Congolais. On faut laisser au Congo ce qui appartient au Congo. Bref, mais du coup, voilà, c'était un peu pour la petite rêve. C'était un truc où on avait vu des mecs s'habiller en multicolore, tout ça, voilà. Dans mes potes, j'étais le mec qui avait un style un peu atypique. Et du coup, un moment, on m'a conseillé le truc en mode sapeur, voilà. Et du coup, on a fait sapeur vintage, paf. En un mot à la base, même si maintenant beaucoup de gens disent juste sapeur. C'est vrai voilà. que je dis sapeur maintenant. Ouais, on s'habitue. Avant avec Loa, on disait, mais c'est bizarre de dire juste sapeur. Mais voilà. Bah, en fait, ça devient un nom propre et du coup, tu penses même plus à la vraie connotation. Oui, tu bien penses sûr, juste bien au nom sûr. de la boutique, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et au niveau des vêtements, bon là, c'est un peu différent vu que c'était le Brad Day. Ouais, là c'était le Brad Day. On a liquidé à la fin. Mais l'idée, c'était qu'ici, c'était une sélection un peu haut de gamme pour de la fripe. On a toujours eu beaucoup de Carhartt, beaucoup de Nike, beaucoup de Adidas. Bref, beaucoup de marques un peu streetwear. Et après, aussi de tout, beaucoup de pantalons, des jeans Levi's, des choses comme ça. Et on a toujours hébergé aussi des petits créateurs. Notamment le sweat que je porte actuellement, c'est un créateur qui s'appelle Hugo Uril, voilà, que je soutiens à fond et qu'on distribue à Sapeur et maintenant à Puzzle. Voilà, on est toujours open à bosser avec différents créatifs tant que c'est un projet authentique qui vient d'eux. Voilà. D'ailleurs, même là, dans 1h30, j'ai des gens qui viennent ici pour qu'on leur offre des sapes. Mais oui, ça aux créatifs. C'est une trop bonne idée. Ça. C'est ça. On a déjà fait à l'issue de quelques Brad Day, on trie un peu nos stocks et des trucs qu'on estime qu'on va pas bien vendre ou des choses comme ça. Comme on sait qu'il y a plein de gens qui ont besoin de matière à transformer pour coudre, pour peindre dessus, on leur propose ça et voilà. Trop bien. On peut voir la partie stock un peu technique ou c'est galère. Vas-y, mais c'est un gros. Je précise que c'est un gros bordel. Étant donné qu'on est en plein rangement, voilà, c'est un gros bordel. Mais là, c'est les stocks, là où on a toujours stocké la marchandise. Ici, là-haut, c'était aussi notre coin bureau. Voilà. Et ouais, hein, le petit coin cantine avec le petit micro-ondes, tout ça. Et voilà, pour manger tranquillement le midi. Et voilà. Génial. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à toi. C'était trop cool. J'espère que les gens vont kiffer. Et j'espère, je parle beaucoup. J'ai pas été hyper synthétique. T'inquiète. Mais bon, ça venait de là. C'est fait pour ça. voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Brian. Trop cool. Aïe. Presque raté, mais t'inquiète. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Voilà. Salut, bonne soirée. Et on espère que ça vous a plu quand même.